Bonjour et bienvenue sur Tandem TV. Bonjour Pierre Lursa. Alors, Bonjour William Zerlin. vous êtes né à Princeton, ça ne s'invente pas, hein. En 67, vous avez grandi à Paris avant de vous installer donc à Jérusalem en 1993. Vous êtes diplômé de l'ESSEC, avocat de formation. Vous enseignez le droit israélien. Vous êtes aussi traducteur, ayant notamment traduit en français l'autobiographie de Vladimir Jabotinsky. Et vous avez fondé aussi la bibliothèque sioniste, sans oublier le principal, vous êtes quand même une figure, quand même, non, vous êtes surtout une figure emblématique, je dirais, de la droite nationale ou nationaliste, activiste, on reviendra sur ce terme, en France dans les années 80-90. C'est bien ça, j'ai rien inventé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2005, je le cite parce que c'est un bouquin qui est prémonitoire. Vous sortez donc Le Sabre et le Coran sous le pseudo de Paul Landau. Donc, je le disais, livre et prémonitoire, dans lequel vous développiez à cette époque, à part Georges Bensoussan, vous étiez, je crois, le seul, la thèse que l'islam reconquiert l'Europe. Mais aujourd'hui, nous allons parler, je le cite parce que c'est important pour avoir un background, d'accord? Aujourd'hui, nous allons parler donc de votre dernier opus, et qui est sorti en début d'année, L'étoile et le point, P-O-I-N-G, histoire secrète donc de l'autodéfense juive en France depuis 67 édition L'éléphant, donc de la bibliothèque sioniste. Alors, dans ces livres, Pierre Lursin, vous faites l'inventaire, on va dire, non pas à la Prévert, mais vraiment l'inventaire de tous les mouvements du militantisme juif activiste, dont le Bétard est la matrice en France. Alors, d'abord, expliquez-nous ce qu'est ce mot activiste et dans quel but vous étiez activiste. Oui, alors activiste, ça veut dire simplement, pour dire les choses très simplement, ça veut dire se donner les moyens de ses objectifs, se donner les moyens de parvenir à ses objectifs. Et il y a un des militants que j'interviewe qui le raconte très bien. Il dit, un jour, je me suis trouvé à la cité universitaire. J'étais seul face à une vingtaine de militants pro-palestiniens. J'ai été dépassé par le nombre. Et donc, il a eu conscience que tout seul, on ne peut rien faire. Et donc, les mouvements activistes, ce sont ces différents mouvements juifs sionistes en général et qui ripostaient aux ennemis des Juifs et d'Israël sur le territoire français en se donnant les moyens, donc, c'est-à-dire les moyens à la fois d'organisation et aussi les moyens physiques d'entraîner les jeunes Juifs pour leur permettre de riposter aux attaques, de se défendre. Et donc, finalement, je dirais que les mouvements activistes, c'est les mouvements qui ont mis en œuvre l'idée d'autodéfense juive en France dans la période que j'étudie dans le livre, c'est-à-dire depuis 1967. Alors, c'était une obligation, ce que je veux dire par là, il n'y avait pas d'autre cadre officiel dans les institutions juives ou dans la communauté juive de France ou de Paris pour défendre les étudiants, pour défendre les juifs. Effectivement, le mouvement activiste, l'autodéfense, en général, ça vient de la base. Même si on découvre dans le livre que, et ça c'est quelque chose que tout le monde ne savait pas, que finalement il y avait aussi une structure en Israël qui s'occupait de ça. L'organisation, ce que vous appelez Voilà. l'organisation. Et donc finalement, on n'était pas tout seul. Mais à l'époque, sur le terrain, on pensait qu'on était tout seul. On ne savait pas qu'on faisait partie d'un mouvement plus vaste et qu'il y avait aussi une organisation en Israël qui veillait à la sécurité des Juifs partout dans le monde. Mais ça, c'est quelque chose que certains militants ont découvert plus tard. Et d'ailleurs, plus tard, comme vous dites, le service de protection de la communauté juive a été créé. Il est toujours existant. Il protège les lieux juifs avec la police nationale. Mais quelque part, vous dites, et c'est pour moi un scoop, parce que j'ai vécu au sein de cette SPCJ à Paris, rue de Brocard, lors de mes activités radiophoniques dans ce bâtiment. Vous dites que le SPCJ, en fait, a été créé est une émanation du Bétard. Vous êtes sûr de ça? Non, je dis pas des choses comme ça. Je dis simplement que historiquement, le Bétard, qui en France a été créé dans les années 20 par le fils de Vladimir Jabotinsky, Éric Jabotinsky, qui était étudiant à l'école centrale, notamment par lui. Donc, historiquement, c'est le Bétard qui a précédé tous les autres mouvements. Après, il n'y a pas de lien entre le Bétard et le SPCJ, sinon qu'il y a toujours une porosité au niveau des militants. C'est-à-dire que Ah les jeunes voilà, juifs.
Voilà. Voilà, les jeunes juifs qui ont un profil activiste comme ça, qui sont, intéressés par l'autodéfense, parfois qui ont un profil de bagarreur aussi, il faut le dire, eh bien, ils vont aller dans tous ces mouvements-là et donc un jour ou un autre, ils vont être recrutés aussi par le SPCJ, et certains vont y entrer, d'autres non. Voilà, chacun a son histoire personnelle, mais évidemment, il y a une porosité entre tous les mouvements activistes. Alors, on a compris, c'est dans le but, ces mouvements activistes ont été créés dans le but de protéger, on va dire, la population juive en France. Et dans votre livre, L'étoile et le point, P-O-I-N-G, vous dites que, je vous cite, le matin, le journal, hein, le 27 septembre 1988, titrait déjà: Le Bétard est un pionnier de la violence politique. Il ne peut pas y avoir d'activisme sans violence. Il faut absolument que le Bétard soit violent. Enfin, et les autres, on va en parler. Alors, c'est une vraie question, hein. En fait, c'est un petit peu le fil conducteur du livre. C'est-à-dire que finalement, il y a un lien évidemment très étroit entre l'idée d'autodéfense juive qui apparaît au début du XXe siècle, et puis l'idée de réappropriation de la violence par le peuple juif, puisque pendant des siècles, les juifs ont été en exil et ils étaient coupés de l'usage de la violence, de l'usage de la force en général. Et donc, il y a un lien entre ces deux idées. Et effectivement, dans le livre, je retrace, qu'est-ce que ça veut dire finalement être un juif activiste, être un mouvement juif activiste. Ça comporte évidemment le recours à la violence. Quelquefois, il peut y avoir même des débordements, il peut y avoir ce qu'on appelle des dérapages. Et dans la dernière partie du livre, d'ailleurs, il y a une espèce d'évaluation critique de finalement ce recours à la violence. Est-ce qu'il était toujours justifié? Est-ce que cette violence parfois a été trop loin? Hein, je pose la question de savoir pourquoi finalement il n'y a jamais eu mort d'homme, même s'il y a eu des projets qui étaient très, très radicaux face à certains ennemis, face à des néo-nazis, des figures néo-nazis, dont certains, il y avait le fameux projet de nuit de cristal des antisémites, qui finalement n'a pas abouti ou a abouti qu'en partie. Donc, Non, je t'en prie, allez-y, continuez, parce que ça va être la liaison vers ma prochaine question. Donc finalement, la question de la violence, elle est omniprésente et y compris d'ailleurs dans ce livre avec un regard critique. C'est un livre que j'ai voulu faire qui est fondé sur des témoignages, donc c'est surtout je laisse la parole aux militants eux-mêmes, à toutes les époques, de la période étudiée, mais il y a aussi un regard critique, c'est-à-dire une remise en question finalement. Alors, vous avez eu de la chance, enfin vous, vous et les militants activistes des différents mouvements, on va dire de droite, je ne vais pas utiliser le mot extrême, hein, de droite sioniste en France, vous avez eu de la chance, je disais, de ne pas être tombé dans le terrorisme finalement. Alors c'est aussi un point que j'aborde à un moment, c'est est-ce que finalement, qu'est-ce qui nous a retenus d'aller trop loin? Et une des réponses, c'est celle que c'est des militants des années 70-80 expliquent, c'est qu'il y avait une espèce d'accord tacite entre les mouvements juifs activistes et les instances dirigeantes de la communauté. On parle par exemple de Piero Kaufmann, et cet accord tacite, c'était en gros les instances dirigeantes protège dans une certaine mesure les mouvements activistes, notamment en cas d'arrestation, et cetera, de procédures judiciaires, et en échange, les mouvements activistes se fixent une certaine limite à ne pas franchir. Donc c'est cet accord tacite qui a, à mon avis, qui a protégé le mouvement juif activiste contre une dérive terroriste, en plus du fait que, je pense qu'il y a aussi un aspect peut-être plus profond, qui est le fait que les juifs répugnent à l'idée du terrorisme. Oui, je crois qu'on peut également le dire. Alors, commençons par le Bétard. Vous avez été Ranir, comme on dit, je crois, membre du Bétard ou pas? Moi-même, non, je suis arrivé, dans le mouvement, juif activiste jabotinskien, j'avais déjà plus de 18 ans, donc Ok. je fais partie du Non, Tagar, le vous êtes mouvement parti du étudiant. Tagar, mais le Tagar souvent s'appelait Tagar Bétard ou Bétard Tagar. Mais enfin, revenons au Bétard pour que je voudrais que vous nous parliez un peu. Je disais tout à l'heure que le journal Le Matin parlait de pionnier de la violence politique. Moi, j'ai été, enfin, je n'ai pas envie de parler de moi, mais je veux dire, j'ai été Bnei Akiva. Bon, on avait, à l'époque, des années 60, hein, je suis un peu plus âgé que vous, pas de ennemis, mais de forces contradictoires, pour pas dire autre chose. Les rouges, donc Hashomer Hatzaïr, Dror et j'en passe, Ihoud Abonim, à l'époque, hein, par les années 60. Et de l'autre côté, le Bétard. Pourquoi? Parce que on nous disait, on, nos
nos responsables que le Bétar avait versé, je dirais, dans le militarisme. Et ma question est, est-ce que c'est vrai quand on sait, et je crois que vous répondez à cette question d'ailleurs dans le livre, mais c'est pas grave, je vais vous le laisser répondre quand même, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, et ce que l'on disait à l'époque, qu'il y a quand même un côté militaire et martial dans le Bétar, le calot, la chemise foncée. On a tendance souvent à penser aux chemises noires de mussoliniennes, hein, quand même. Alors, il faut démêler le vrai du faux. Je commence par le faux. Le faux, Oui. c'est les chemises noires. Les chemises du Bétar n'ont jamais été noires. Non, elles sont très foncées quand même. Elles étaient bleues à notre époque, à la vôtre et à la mienne, et elles ont été dans le passé plutôt marron, couleur de la terre d'Israël. Voilà, donc rien à voir avec Mussolini. Et en tant que connaisseur et traducteur de Jabotinsky, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus antithétique que Jabotinsky et Mussolini, puisque Jabotinsky, c'était un admirateur de l'Italie, l'Italie de bien avant Mussolini, l'Italie de Garibaldi et l'Italie de l'indépendance italienne. Pour lui, c'était la figure tutélaire de Garibaldi. Il s'est inspiré, Jabotinsky s'est inspiré du combat italien pour l'indépendance lorsqu'il a lui-même élaboré sa doctrine sioniste. Alors, le deuxième aspect de votre question, l'aspect martial, oui, Oui. bien sûr, il y a un aspect martial parce que Et militaire un peu quand même. un petit peu militaire, mais comme tous les mouvements, comme beaucoup d'autres mouvements sionistes, où il y avait une espèce il y avait une certaine discipline. Et il y avait. Alors c'est vrai que dans le bêta, il y a cet aspect martial, et je l'explique parce que Jabotinsky pensait que le cérémonial était important pour les Voilà, il Juifs. y a un côté cérémonial, absolument. Voilà. Mais cette idée-là, en fait, il ne l'a pas inventée, il l'a reprise à Herzl lui-même. Parce que Herzl avait, lors du premier congrès sioniste, il insistait sur cet aspect cérémonial. Il fallait que tous les délégués au congrès soient habillés avec un haut de forme, avec un froc. Et donc, l'idée que pour le juif, qui pendant la galoute était toujours un petit peu, il y avait une Baisser espèce la de tête, baisser dégradation la tête. morale. Ouais. Et donc là, il fallait quelque part, au contraire, que l'apparence était importante. Voilà, ça repose sur cette idée philosophique qui a rien à voir avec le militarisme. Donc, aucun rapport, parce que ça a souvent été, je dirais, la critique des mouvements de gauche, sionistes et encore pire, antisionistes, avec l'apparat fasciste ou fasciste. Parce que fasciste, ce sont les mecs d'extrême droite qui disent ça. Mais nous, on dit fasciste. Jabotinsky, c'était un libéral, un profond libéral, et il était un admirateur comme j'ai dit, de l'indépendance italienne. Et franchement, c'est une des calomnies qu'on a rapportées à son sujet, qui est liée aussi au fait que David Ben-Gurion avait une haine tenace envers Jabotinsky. Il y a une rivalité aussi politique. Donc, c'est là l'origine Jusqu'à de cette calomnie. l'Altalena, jusqu'à l'incident, enfin Voilà, l'incident, l'horreur de voilà, l'Altalena. je dirais, c'est une calomnie qui traverse toute l'histoire d'Israël, depuis l'époque de Jabotinsky et jusqu'à notre époque, jusqu'à aujourd'hui encore. Quand même, au début, cet activisme tape sur les mouvements gauchistes. Ça, vous allez pas être, vous allez être d'accord avec moi. Dans les années 70, Euh, principalement les mouvements gauchistes, avec l'aide, pas pour tout le monde, pour certains, du mouvement Occident. Et je vous rappellerai une histoire personnelle à ce sujet. Comment est née cette connivence dans une certaine partie de l'histoire des mouvements que vous racontez dans votre livre avec Occident, qui était certes un mouvement d'extrême droite français, pas néo-nazi, pas nazi, mais proche, je crois, du Sud-Vietnam ou de cette époque qui était la gauche aider le Nord, les autres aider le Sud. Donc, il y a eu quand même une connivence, et je vous rappellerai un détail personnel. moi, je ne parlerai pas d'une connivence. Il y a eu certains parcours personnels. Il y a un des militants que j'interviewe qui est un ancien d'Occident, un juif d'Occident qui ensuite devient sioniste, voilà, et qui finalement vient habiter à Jérusalem, un avocat bien connu. Euh, il y a eu des exemples personnels comme ça, mais je ne parlerai pas du tout d'une connivence, d'autant que globalement, le mouvement juif activiste que je décris, les mouvements que je décris dans le livre, se sont consacrés surtout à la lutte contre l'extrême droite néo-nazie ou pas néo-nazie. Donc, Occident était vraiment de l'autre côté. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a eu parfois des parcours individuels qui ont franchi les frontières, mais idéologiquement, le mouvement juif activiste, son premier combat, c'était le combat contre l'extrême droite néo-nazie. Oui, il y a quand même une partie dans les années 70 où, on va dire, je vais utiliser cette formule un peu galvaudée, ou tapier sur des gauchistes pro-palestiniens quand même. Oui, alors parce que
comme le raconte le docteur Frédéric Nordman, lorsque le, Que je salue au passage, parce que c'est un ami. Oui. lorsque à la période, juste la période des années après 68, c'est la grande effervescence politique sur les campus et les Juifs sont en fait pris en tenaille entre d'un côté l'extrême gauche pro-palestinienne radicale, un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs, et puis l'autre côté l'extrême droite néo-nazie. Et effectivement, à cette époque, c'est surtout l'extrême gauche qui tient le dessus du pavé sur les campus des universités parisiennes. Donc effectivement, à cette époque-là, mais c'est une petite période sur toute la période que j'ai étudiée dans le livre. Je dirais que globalement, le combat contre l'extrême droite a été beaucoup plus présent que le combat contre l'extrême gauche. Et justement, voici ma petite intervention personnelle. On est en 69, avant ma Aliyah estudiantine. Plus tard, je suis à l'IEP de Bordeaux, ma ville natale. Et donc, le Sciences Po Bordeaux. Et là, je dois faire, on est donc quasiment au lendemain de la guerre de 6 jours, je dois faire un exposé sur justement le conflit israélo-arabe. Alors moi, de manière très naïve, je fais un exposé pro-domo, pro-israélien. J'ai été conspué, vous pouvez l'imaginer, par les étudiants d'extrême gauche à l'époque et des communistes, et aidé, franchement aidé, supporté, soutenu par des étudiants d'Occident. Donc le hasard fait bien les choses, j'ai envie de dire, ou pas, je ne sais pas. Oui, c'est une période dans l'histoire dans On l'histoire est de en France. 69, hein, on est en C'est attention. c'est une petite période où effectivement, d'ailleurs c'est d'actualité parce qu'on est en train de revivre ça aujourd'hui. C'est une des périodes où il y a effectivement, je dirais, on pourrait dire une convergence d'intérêts entre des mouvements français nationalistes de droite et les mouvements juifs sionistes. Mais sur l'ensemble de la période étudiée, c'est plutôt une exception. Alors aujourd'hui, ça redevient l'actualité avec l'actualité brûlante, avec la présence de, Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Qu'est-ce que vous en d'hommes pensez? politiques français de Non, droite du fait que l'extrême droite, j'aime pas ce mot, mais disons la droite nationale, ou peut-être radicale pour certains, française, se soit aussi bien rapprochée d'Israël, je ne dis pas de la communauté juive, d'Israël, au point donc qu'elle va intervenir demain jeudi lors d'une conférence sur l'antisémitisme. On n'aurait jamais pensé ça une seule seconde il y a encore quelques années. Eh bien, c'est Une justement parenthèse, hein, je sais que ce n'est pas le bouquin, mais c'est une parenthèse. non, il y a un lien effectivement avec le sujet du livre, c'est-à-dire que ça montre que quelque part les choses ne sont pas figées et ça montre qu'il y a une évolution politique et ça rejoint une question que moi je pose dans le livre, qui est de savoir qui est le vrai ennemi des Juifs, contre qui est-ce que les Juifs activistes doivent se battre? Est-ce que l'ennemi principal, c'est comme on l'a cru pendant plusieurs décennies, l'extrême droite néo-nazie? Et euh, à la fin du livre, alors bien sûr, l'extrême droite néo-nazie, c'est pas non plus c'est pas non plus la droite nationale dont vous parlez, c'est autre chose. Mais malgré tout, il y a cette question, est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'ennemi? C'est une question que beaucoup des militants que j'interviewe se posent à la fin, en général, vers la fin de leur parcours, pour certains d'entre eux au milieu de leur parcours. Ils se disent finalement, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'on ne s'est pas fourvoyé? Est-ce que l'extrême droite néo-nazie, c'était vraiment une menace si dangereuse que ça? Notamment, ils se posent la question à propos de la FAN et des autres mouvements radicaux de l'extrême droite néo-nazie. Est-ce que ce combat, finalement, il était vraiment utile, il était vraiment indispensable? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'ennemi? Et pour certains, la réponse, c'est oui, on s'est trompé d'ennemi. On aurait dû se focaliser sur, par exemple, les mouvements pro-palestiniens, sur l'OLP en France, sur les mouvements islamistes qui sont apparus un petit peu plus tard, historiquement en France. Mais donc, il y a cette question qui revient toujours. Et je dirais que c'est une question clé pour Israël et pour les Juifs. C'est-à-dire, finalement, en- face à nos différents ennemis, lequel est l'ennemi principal? Alors, dans les années, on va venir après le bêta, donc je vais arriver. On peut peut-être parler des minutes du FEJ, que j'ai bien connu, moi. Mais le FEJ, c'était quoi le FEJ? Alors, le Front des étudiants juifs, avant d'arriver au Oui, Tagar. alors ça fait partie des différents mouvements qui apparaissent après 68, donc dans la période étudiée des années 70 et 80. Et peut-être le FEJ, alors effectivement, il est très, très présent dans l'enquête parce qu'il a joué un rôle important. Ça a été un des mouvements les plus importants. Mais je le mets en parallèle avec d'autres mouvements de la même époque, et notamment avec le CLES, le comité de liaison des étudiants sionistes socialistes. C'est intéressant parce qu'on voit que finalement, malgré les différences politiques,
le Claes qui était plutôt la gauche sioniste, Lefebvre qui était plutôt à droite. Et il y avait aussi une différence sociologique, c'est-à-dire que le Claes recrutait plutôt dans la bourgeoisie ashkénaze et Et, Lefebvre et plutôt le fait, les séfarades, dans le les prolos prolétariat séfarades. séfarade. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'activisme juif sioniste a servi de point de rencontre entre ces jeunes juifs qui finalement ne se seraient jamais rencontrés, qui n'habitaient pas les mêmes quartiers, qui ne fréquentaient pas les mêmes endroits. Et c'est ça qui leur a permis de se rencontrer et parfois de mener un combat commun. Et finalement, c'est aussi un aspect de l'histoire que j'étudie dans ce livre. Alors, du fait, je repars au Tagar. Là, vous connaissez beaucoup mieux le Tagar que les autres membres, parce que là, vous avez fondé le Tagar ou pas? Est-ce que Non, vous je ne êtes l'ai un des pas fondé. fondateurs? J'en ai été un membre militant et aussi un dirigeant à la fin des années, au début des années 90, juste avant mon alia. Mais ce n'était pas la première émanation du Tagar. C'était déjà une deuxième mouture ou une troisième mouture. Le Tagar existait déjà auparavant. Alors, vous êtes quand même, vous dites que quelque part, et là, ça m'a un peu interpellé, que donc le Tagar, dans les années 90, c'était, faisait partie d'un mouvement des étudiants sionistes, ça, on le sait, mais qui parlait d'un nouveau juif. Et vous citez une phrase qui, moi, m'a perturbé un peu. Le nouveau juif, cette race fière, généreuse et dure. C'est un peu raciste, non? Non, non, il faut replacer l'expression dans son contexte. Je C'est vous le en Shir prie. Betar, c'est l'hymne du Betar rédigé par Jabotinsky. Et alors, le terme de race n'a évidemment plus le sens qu'il a eu aujourd'hui, qu'il a pris aujourd'hui. On est bien avant l'époque où ce terme a été banni du vocabulaire. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, dans cette phrase du Shir Betar, c'est que Jabotinsky parle de la nécessité de devenir un peuple cruel. D'ailleurs, la traduction n'est pas toujours. On traduit parfois un peuple dur, mais Arzar, ça veut dire cruel. Et je dirais que cette qualité qui nous fait cruellement défaut à nous autres juifs, on s'en aperçoit aujourd'hui face au Hamas. C'est-à-dire que dans la guerre contre le Hamas, on a l'impression d'être beaucoup trop gentil. On laisse rentrer de l'aide humanitaire à Gaza alors qu'on sait que c'est ça qui maintient le Hamas au pouvoir. Et finalement, Jabotinsky avait raison. Euh, dans la guerre, face à des ennemis qui sont voués à notre destruction, nous aussi, nous devons devenir cruels dans une certaine mesure. Faut pas avoir honte de devenir cruel comme eux, c'est ça que vous voulez dire? Comme eux, non, on n'y arrivera jamais comme eux. On ne fera jamais la même chose qu'eux, mais cruel, c'est-à-dire il faut réviser un peu nos valeurs, comme aurait dit Nietzsche. Il faut que nous aussi, les Juifs, nous soyons capables de nous adapter au monde cruel dans lequel nous vivons. Sinon, nous serons toujours les agneaux dans un monde de loups. C'est ce fameux juif, c'est la fin des juifs qui rase les murs et des juifs honteux quelque part. Bien sûr, C'est ce juif fier c'est absolument. qui existait, une petite parenthèse, chez les Juifs d'Algérie, principalement de Constantine, qui n'avaient peur de rien. Et je parle de mes aïeux, de mes grands-parents, mes parents, mais même avant mes grands-parents, ils n'avaient pas peur d'aller, non pas à la guerre, parce qu'ils l'ont fait, c'est les Juifs français ont fait la guerre, ont fait les guerres, mais ils avaient peur d'aller au contact hein, des antisémites, parce qu'il y en avait dans les années 30 et même 40, et même des Arabes qui voulaient faire des pogroms. Donc, il y a eu dans l'histoire, j'ai envie de dire, c'est vrai, c'est dur ce que je vais dire, mais il y a eu, j'ai parlé des Juifs de Constantine ou de Sétif, enfin bref, il y en a eu aussi à Alger, des Juifs fiers et akhzarim et cruels par opposition à ceux du ghetto qui malheureusement, pas du ghetto de Varsovie, mais d'ailleurs, ou qui ont péri après de manière terrible, quoi. Alors, effectivement, c'est une des thématiques importantes Je j'en sais, parle c'est dans votre le livre, livre. c'est la honte du juif qui ne s'est pas défendu. Et il y a le De la Shoah, disons les choses comme elles sont, la honte de la Shoah, non? Non, non, mais bien avant la Shoah, dans les pogroms de Russie au début Oui, du XXe les siècle, pogroms, oui. c'est une époque très importante pour le sujet du livre parce que c'est le moment où le poète Bialik rédige son fameux poème où il parle justement de la honte de s'être laissé tuer sans se défendre, poème qui est traduit par Jabotinsky en russe. Et donc, je dirais que c'est le moment où se cristallise l'idée d'autodéfense juive. Et votre remarque était très intéressante parce que c'est vrai que le Bétar naît en Europe de l'Est, et c'est vrai que l'activisme juif
apparaît à cette époque-là en Europe de l'Est, mais il apparaît aussi en Afrique du Nord, effectivement. Et c'est pas un hasard si le bétar a beaucoup essaimé dans les pays d'Afrique du Nord. Et il y avait notamment un Garine bétar très puissant à Tunis. C'est un épisode que je raconte pas dans le livre, mais il y a un fameux épisode où le bateau affrété par le bétar qui vient d'Italie accoste à Tunis et il est accueilli triomphalement par la communauté juive de Tunis. Et si je ne me trompe pas, il y a même un certain Dre, frère de l'autre, qui a fait partie de ces mouvements activistes, non? Si je ne me trompe pas, il n'y a pas un Alors, Dre. alors oui, alors effectivement, c'est C'est pas que peut-être. j'ai voulu le citer, c'est parce que tout simplement, ça me rappelle qu'il y avait aussi dans des familles des gens qui étaient à gauche et des gens qui étaient à droite de tous les côtés, quoi. Et donc, mais lui était fait partie de la droite, lui, ce Alors, frère de il y l'autre. avait, alors effectivement, il y avait des fratries. C'est aussi il y a un angle sociologique dans le livre. Il y a des fratries militantes comme ça. Alors, il y a des fratries où tous les frères et sœurs vont dans le mouvement activiste, comme dans la famille Cohen, dont je parle beaucoup. Et puis, il y a la famille que vous évoquez, où les chemins se divergent. Il y en a un qui devient sioniste, un autre qui devient socialiste. Donc, tous les cas de figure sont possibles. Et effectivement, aussi, un aspect qui revient sans cesse, Même s'il fait tchouva en ce moment, d'ailleurs, le deuxième, il fait un peu de tchouva. c'est que finalement, le mouvement juif activiste ou les mouvements juifs activistes réunissent, comme j'ai dit, des juifs qui n'ont rien à voir, qui sont très très différents. Il y a des profils très différents. Effectivement, il y a des juifs séfarades de familles plutôt traditionnalistes, et puis il y a des familles ashkénazes totalement assimilées. Moi, personnellement, j'ai rencontré beaucoup de militants pour qui le mouvement activiste, c'était un petit peu leur synagogue. Hein. Il y avait des militants qui n'avaient jamais mis les pieds dans la synagogue, Le mais ils fameux passaient local tout. du 10e arrondissement à Paris. Oui, mais il y avait aussi des jeunes, je me rappelle très bien de jeunes juifs de cette époque, dans les années 90, qui étaient tous les vendredis soirs devant la synagogue pour la protéger, mais qui étaient jamais rentrés à l'intérieur. Incroyable. Alors, on va continuer cette liste, que je le disais au début, je parlais de liste, je parlais d'inventaire. Deux mots, un peu rapidement, sur l'OJD, les brigades juives, avant d'arriver à la LDJ. L'OJD, c'était quoi? Alors, l'OJD, l'Organisation juive de défense, c'était un mouvement qui a été créé dans les années 80, si je me souviens bien, et qui visait donc principalement euh, à combattre l'extrême droite et qui était caractérisé par le fait que c'était un mouvement assez radical. Et c'est, je dirais, les actions les plus radicales qui sont racontées dans le livre, ce sont celles de l'OJD à cette époque-là, dans les années 80-90. Euh, avant qu'on arrive à la LDJ, qui, malgré sa réputation sulfureuse, était pas plus radicale que l'OJD. Simplement, médiatiquement, elle a souffert d'une image très négative qui est liée aussi. On vous a d'ailleurs collé la création de la LDJ à un moment donné en France, mais vous êtes bien défendu quand même. Oui, parce que tout simplement, j'ai voulu rétablir la vérité. Moi, d'abord parce que je n'ai jamais été caniste, j'ai toujours été un disciple de Jabotinsky et encore plus depuis que j'en suis devenu traducteur en français. Et par ailleurs, j'ai eu, j'ai pas vraiment participé à la création de la LDJ de manière très, très épisodique en créant ce qu'on avait appelé à l'époque le prix de la désinformation, qui était une activité euh, accessoire qui était de décerner un prix à des médias particulièrement anti-israéliens. C'est pas ce Euh, qui manque d'ailleurs. Oui. donc ça se passait au début des années 2000. Donc l'époque à laquelle je clôt cette enquête, qui est l'apparition de la LDJ, aussi un tournant dans l'histoire des Juifs en France, parce que c'est ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme qui apparaît au début des années 2000. Et donc finalement, c'est le début de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire le début d'une époque où les Juifs ne sont plus du tout en sécurité en France, où ils se remettent en question, ils commencent à remettre en question la validité de leur présence en France et la pérennité de leur présence en France. Et donc finalement, c'est un tournant dans l'histoire des Juifs de France. Et le livre se termine donc dans les années 2000-2010, au moment où je termine cette enquête, avec donc, je dirais, ce tournant à la fois idéologique, politique, dont nous vivons encore la suite jusqu'à aujourd'hui. Et vous écrivez quelque part, d'ailleurs, la conscience, je vous cite, politique et le goût de l'action violente sont deux motivations, ont deux motivations régulièrement invoquées par les acteurs des mouvements juifs militants. Avant de terminer cet entretien, pardon, Pierre Lursa, je voudrais que vous nous dites deux mots sur les femmes dans ces mouvements. Alors Elles ont oui, il y a un été. chapitre consacré Oui,
aux filles dans les mouvements activistes, qui s'appellent de manière un peu ironique, on n'est pas des secrétaires, parce que effectivement, C'est féministe, ça. C'est déjà féministe. oui, c'est le féminisme juif sioniste, c'est-à-dire que depuis le début du mouvement sioniste, bien avant 48, il y avait des femmes combattantes, et donc il y a toujours un parallèle entre l'histoire des mouvements juifs activistes et l'histoire d'Israël, c'est que finalement Israël c'est le modèle évidemment, et donc dans les mouvements juifs activistes, il y avait beaucoup de filles, de jeunes femmes euh, qui étaient parfois d'ailleurs très combatives, qui ont participé pour certaines, comme je le raconte, à des actions violentes. Ah, qu'elle n'avait pas peur. Elles avaient peur de rien, hein. Absolument, que certaines d'entre elles qui n'avaient peur de rien, et il y a un peu on retrouve dans le mouvement juif activiste cette égalité homme-femme qu'on retrouve au sein de Tsahal et qui est un sujet d'ailleurs, très important dans l'histoire de l'armée d'Israël. Vous retrouvez certains de vos amis, ou j'allais dire en deux mots, que sont-ils devenus, toutes les personnes dont vous parlez dans le livre? Alors que sont-ils devenus? Ils sont tous en Israël? C'est le certains d'entre eux, beaucoup sont passés par Israël, certains y sont restés, certains, sont revenus en France pour certains d'entre eux. Heu, je dirais le point commun entre eux, malgré tous les parcours très, très différents, c'est que finalement, et je les interroge, je leur pose la question, et tous ont tendance à dire: «C'était nos plus belles années». C'est-à-dire, c'était la période de notre vie, qu'on regrette, qui nous a beaucoup appris, qui nous a formés, et c'est un petit peu le regard que tous portent sur, cette période, sur ces périodes activistes dans leur vie. Même en ayant pris des coups de temps en temps, quand même. Bien sûr, pour certains, ça a été une période difficile, certains Ou ont même de la prison. On fait de la prison, certains. absolument, absolument, j'allais le dire. Certains ont été emprisonnés, certains ont pu être condamnés à des peines de prison pour des actes, violents, et il y a eu toutes sortes de choses difficiles aussi, bien entendu, que je ne cache pas dans le livre. Mais finalement, le regard quand au bout de 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, c'est toujours: «C'était nos belles années». Dernière question, pour terminer cet entretien, Pierre Lursin. Les Klarsfeld et ses mouvements. À un moment donné, je crois que vous en parlez. Vous pouvez me dire deux mots là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que les Klarsfeld, qui sont donc la bête noire des nazis depuis tant d'années, et tant mieux, on leur reproche, ont les institutions juives, principalement et la gauche dans son ensemble, d'avoir rejoint le RN, ou d'être complaisant avec le RN ou le Rassemblement national en France. Il y avait quand même des ponts entre les Klarsfeld dans l'histoire et le Bétard. Oui, alors c'est un sujet intéressant, c'est que notamment à l'époque de Rostock, mais bien avant, je dirais à partir du moment où Serge et Beat Klarsfeld ont commencé à mener leur chasse aux nazis en Allemagne, ils ont eu besoin d'avoir une espèce de de garde du corps comme ça, d'avoir avec eux des jeunes militants juifs qui étaient prêts à les défendre, et voilà, ils ne pouvaient pas eux aussi, c'est un petit peu le thème du livre, ils ne pouvaient pas agir tous les 2 tout seuls, même si Beate a fait beaucoup de choses toute seule, comme la fameuse, gifle au chancelier Kissinger. Mais, malgré tout, ils avaient besoin aussi d'être entourés, et donc il y a eu cette collaboration, notamment avec le Bétard et avec des jeunes du Bétard qui a duré pendant plusieurs, décennies, qui a été pérenne, et c'est un des sujets que je retrace dans le livre, et aussi l'affaire de Rostock, bien plus tard dans les années, 90, le fameux voyage à Rostock. Donc il y a eu effectivement ces liens de collaboration militante, avec, les époux Klarsfeld. Donc, pour terminer, je dirais, et pour revenir à l'actualité dont on a parlé au début, vous n'êtes pas choqué de voir demain à Jérusalem Marion Maréchal, Jordan Bardella, et je crois qu'il y en a d'autres aussi qui vont venir, peut-être comme Louis Alliot, vice-président du RN. Vous n'êtes pas choqué d'aller voir, je veux dire, parler lors d'un colloque sur l'antisémitisme? Eh bien, je ne suis pas choqué, je suis plutôt amusé de voir l'ironie de l'histoire, que finalement, Oui. heu, ceux qu'on pensait être nos ennemis les plus, irréductibles, on s'aperçoit aujourd'hui que pour toutes sortes de raisons, à la fois circonstancielles et plus profondes, eh bien, il y a une convergence d'intérêts, et moi je suis un observateur de ça. Je porte un regard un peu distant parce que la politique française, j'en suis très loin depuis 30 ans, depuis que j'ai fait mon alia, mais voilà, je suis comme beaucoup de juifs, heu, ça m'interroge, et j'ai aucun a priori idéologique. Je ne suis pas de ceux qui condamnent, ni de ceux qui s'en félicitent, ouvertement. Simplement, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Ça veut dire que les choses évoluent, et à mon avis, le plus important dans toute cette histoire, c'est pas tant les états d'âme des institutions juives en France, qui ont toujours été un petit peu, En retard, en en retard retard. sur l'histoire, et nous, en tant que juifs activistes, on le sait très bien, à toutes les époques. C'est plutôt, à mon avis, la prise de conscience
par le gouvernement, par les dirigeants d'Israël, qu'il y a des choses qui changent en France, en Europe, et qu'il faut s'adapter. Et à mon sens, c'est ça qui est positif, c'est que la politique étrangère d'Israël comprend qu'il y a des enjeux, qu'il y a des choses qui changent, et qu'il faut donc changer sur certains éléments clés de la politique étrangère d'Israël. Eh bien, c'est avec ces dernières phrases que on va se séparer. Pierre Lursin, merci d'être intervenu sur l'antenne de Tandem TV. Je rappelle que cette interview, lorsqu'il sera monté, sera diffusée sur YouTube, que vous pourrez donc toujours le voir et le revoir, mais que si vous voulez également, pour mieux faire, c'est de vous abonner à Tandem TV. Et il y a un livre que vous allez me montrer. Voilà. Oula, ça me dit Alors, quelque chose, ça. alors le livre L'étoile et le point, Oui, qui est donc, vous pouvez c'est trouver un beau sur livre. Non, non, Amazon, montrez-le mieux, là, parce qu'il est beau, ce livre, oui. Oui, voilà. qui est disponible sur Amazon et aussi dans les bonnes librairies en France. Et aussi, alors en Israël, il y a 2 endroits où on peut se le procurer. C'est à la librairie du Foyer à Tel Aviv, la très sympathique librairie du Foyer de Tel Aviv, et au Centre Béguine à Jérusalem. Merci Pierre Lursa. Pardon, à la Merci William prochaine. Zerbib. Au revoir.